Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur l'inclusion et le sentiment d'appartenance en milieu de travail. Donc, je me présente, Marie-Véronique Matt. Je suis psychologue. C'est moi qui vais donner cette conférence aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de vous présenter cette conférence-là. J'en ai été bien heureuse. C'est un sujet qui me touche personnellement et je trouve que c'est un sujet d'actualité. Alors, au cours de cette conférence, les objectifs de la conférence, en fait, on va se renseigner sur ce qu'est la diversité au travail. On va apprendre les avantages qu'apporte à l'entreprise la diversité et une culture d'inclusion et d'appartenance. On va essayer d'aller prendre conscience de nos attitudes vis-à-vis de la diversité. Puis, on va essayer de trouver des stratégies visant à limiter l'effet d'exclusion et donc visant à pratiquer et à promouvoir l'inclusion et le sentiment d'appartenance au travail. Alors, commençons par une citation qui nous permet en fait de bien comprendre les différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, puis qui nous donne une bonne image des sujets d'aujourd'hui. La diversité, c'est d'être invité à une fête. L'inclusion, c'est d'être invité à danser. L'appartenance, c'est de pouvoir danser à sa guise. Et l'équité, c'est de pouvoir choisir le DJ. Alors, cette citation-là va reprendre en fait les thèmes qu'on va voir tout au long de la conférence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la diversité? Alors, selon Harvard, ça comprend une multitude de choses. Alors, c'est un vaste éventail. Alors, on comprend les identités ethniques, les identités sexuelles, les identités de genre, l'origine socio-économique, donc l'origine économique, géographique, capacité physique, les expériences de vie. Souvent, on a des expériences de vie fort différentes, un niveau de scolarité différent, différents types de carrière, des convictions politiques, des convictions religieuses, des convictions personnelles. Pourquoi on voit et on adresse le sujet de la diversité? Bien, ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'il y a un écart générationnel au sein de la population active qui s'est élargi. On a un plus grand nombre de religions, d'origine ethnique, de langues, d'expressions de genre. On a un plus grand nombre de personnes instruites qui intègrent le marché du travail dans des emplois qui ne correspondent pas nécessairement à leurs aspirations. On a un plus large éventail de points de vue et de compétences qu'autrefois. Alors, on va le voir et on va le voir de plus en plus, bien, notre contexte a grandement changé, puis ça a amené beaucoup de différences sur le terrain. Alors, on a les différences qui sont parfois plus facilement visibles. On en a d'autres, en fait, qui, des fois, le sont moins. Alors, quand on parle des différences, bien, on a nommé les différences intergénérationnelles, on a nommé les différences ethniques, les différences de genre. Bien, on a aussi des différences au niveau de notre personnalité et bien évidemment que notre personnalité, en fait, influe sur nos cognitions, sur nos comportements. Donc, on vous présente en fait le 5 Big en anglais, donc les 5 grands traits de caractère de cette étude. Et puis, ce qui est bien, en fait, c'est que sur Internet, vous pouvez en avoir plusieurs, puis ça peut être justement bien de pouvoir en compléter des fois entre amis ou entre collègues. On vous recommande toujours la supervision d'un professionnel qui peut vous parler des avantages et des limites de chaque test, mais c'est très intéressant en fait de voir comment on fonctionne, comment l'autre fonctionne et comment des fois on fonctionne de façon totalement différente. Alors, si on reprend le test du 5 Bigs, donc de 5 grands traits de caractère, donc des personnes en fait. C'est un test qui est mesuré sur l'ouverture des gens. Donc, est-ce que la personne, elle est plus du type curieux, plus du type traditionnel, aimer les choses comme elles étaient, ou au contraire, aimer le mouvement curieux, essayer des nouvelles possibilités. Il y a le trait de caractère de la conscience professionnelle, donc une personne qui est plus travailleuse, qui est plus organisée, et une autre personne, en fait, un score bas qui est plus impulsif, qui aime se fier sur son ressenti, qui aime passer à l'action.
On a le trait d'extraversion, donc des personnes extraverties versus des personnes plus introverties. Bien sûr, des personnes qui aiment prendre la place, d'autres personnes qui sont plus réservées dans leur comportement. L'échelle de la convivialité, en fait, un esprit serviable ou un esprit plus critique qui va avoir certaines erreurs. Et la dernière échelle, c'est le neurotisme. Donc, est-ce que c'est une personne où on va voir, qui va avoir tendance à démontrer des émotions, en fait. Donc, vous savez, on a souvent des collègues où on sait si en fait, ils passent une bonne journée ou une mauvaise journée versus ceux où, peu importe les émotions, on ne saura pas vraiment ce qu'il y en est. Donc, ce tableau-là, ben, il est pertinent puis il est intéressant, en fait, parce que ça nous montre, en fait, comment il faudrait le personnage. On a 5 traits, mais ces 5 traits-là pourraient être aussi définis, en fait, sur un continuum de 5, donc d'un score faible à un score élevé. Alors, imaginez toutes les déclinaisons de personnalité possibles. C'est intéressant, il y a des tests sur la personnalité, il y a des tests, en fait, moi j'en ai fait un récemment sur les différentes forces et valeurs. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir, ah ben moi c'est cette force-là que je privilégie versus un autre. Moi j'ai dans mes forces interpersonnelles tout le volet, je pense qu'il était ressorti le volet amour, le volet sociabilité, puis un autre, ça va être le volet discipline. Donc comment qu'on peut arrimer, comment qu'on peut avoir une meilleure synergie en arrimant nos forces. Les éléments d'une entreprise florissante, un milieu de travail sûr et inclusif permettant aux employés de partager leurs valeurs et leur culture. Un climat de confiance permettant aux employés de se concentrer sur leurs tâches et prendre des risques au besoin. Puis des résultats de projets qui reflètent des points de vue diversifiés. Les avantages, en fait, d'avoir un milieu où on a un sentiment d'inclusion, d'appartenance et diversifié, bien, une multitude de points de vue qui favorisent l'apport de solutions, une ouverture aux nouvelles idées, un travail d'équipe plus productif, une meilleure cohésion d'équipe, des échanges générateurs de savoir et de créativité, des plus grandes réalisations, un lieu de travail plus intéressant et plus stimulant. On a vu l'impact, en fait, d'un milieu diversifié. Donc, ce qu'on disait, c'est que les entreprises à forte diversité de genre et d'origine ethnique enregistrent un rendement financier plus élevé que les autres. Les entreprises du quartile supérieur en matière de diversité ethnique sont 35% plus susceptibles d'enregistrer un rendement financier supérieur à la moyenne dans leur domaine respectif. Les entreprises du quartile supérieur en matière de diversité sexuelle et de genre sont 15% plus susceptibles d'enregistrer un rendement financier supérieur à la médiane nationale dans leur même secteur d'activité. Alors, cette diapositive-là, elle est importante parce qu'on voit qu'il y a un impact important, en fait, à tout le moins financier. Alors, on a parlé de diversité. Ce qui est important, en fait, c'est certains milieux vont avoir une grande vaste de différences sur le milieu, mais ce qui est surtout important, en fait, c'est que chacun, en fait, puisse se sentir à l'aise, apprécié, respecté. Donc, pratiquer l'inclusion dans cette conférence-là, l'inclusion et le sentiment d'appartenance, je vous dirais que c'est les thèmes qui sont les plus importants parce qu'une entreprise, en fait, avec une diversité, mais qui n'aurait pas ce sentiment-là, serait à l'inverse, amènerait une moins bonne cohésion, des effets de clivage. Donc, pratiquer l'inclusion consiste à fournir un accès égal aux possibilités de ressources en portant une attention particulière aux personnes qui, autrement, pourraient être exclues ou marginalisées. Donc, cultiver le sentiment d'appartenance consiste à faire en sorte que chaque personne se sente bienvenue et membre du groupe. Les conséquences, en fait, les plus courantes où on voit qu'il y a un manque d'appartenance et d'inclusion, il peut y avoir une incompréhension, une mauvaise communication, comme on en mentionnait tantôt, un effet de clivage, une difficulté à obtenir un consensus et à prendre des décisions, des obstacles au travail d'équipe, des conflits interpersonnels,
une méfiance, de l'antipathie, des obstacles aux réalisations. Donc, bien évidemment que si on ne se sent pas respecté, soutenu, on peut avoir peur de prendre la parole, peur de dire nos points de vue, peur de partager en fait tout ce qui nous différencie, puis qui amène un nouvel angle en fait aux recherches de solutions possibles. Il y a bien sûr des lois canadiennes sur les droits de la personne qui protègent les citoyens et citoyennes contre la discrimination basée sur les caractéristiques comme l'origine ethnique, l'âge, le sexe ou le genre, une incapacité, la religion, la situation de famille, l'orientation sexuelle. Alors, bien sûr que tout ça, c'est protégé, c'est légiféré. Alors, quand on parle de diversité, sentiment d'inclusion et d'appartenance, bien sûr qu'on fait appel à la notion de respect. Alors, respecter les autres, c'est pas renoncer à ses préférences, renoncer à ses opinions, essayer de modifier sa personnalité pour plaire et renier sa propre essence. C'est pas non plus accepter des comportements irrespectueux parce que pour l'autre, c'est respectueux pour l'autre. Donc, le respect, en fait, c'est vraiment de s'efforcer de comprendre ses collègues d'origine diverse, agir de façon équitable avec eux, trouver des moyens de connaître leurs points de vue et talents et de travailler avec eux. Donc, je vous dirais, l'idée, en fait, c'est d'avoir une ouverture, un espace d'ouverture pour pouvoir comprendre ce qui se passe, puis s'exprimer, puis d'avoir en fait une idée, une meilleure idée en fait de ce que l'autre est pour pouvoir mieux interagir avec lui. Le rôle des médias sociaux de l'entreprise, de bien choisir les éléments visuels et fonctionnalités d'accessibilité que vous utilisez sur les réseaux sociaux, de rechercher des liens avec différents partenaires ou influenceurs et de veiller à ce que votre contenu soit adapté à un public diversifié. Donc, c'est de montrer la diversité dans votre milieu, celle aussi à laquelle vous voulez vous adresser. Donc, dans l'image, ce qui est important, en fait, quand vous choisissez une image, c'est de vous poser la question, est-ce que ça représente bien la diversité que je veux mettre de l'avant? Est-ce que je pense rejoindre tout le monde? Est-ce que j'ai exclu certaines personnes? Et puis, peut-être, est-ce que il y a une population qui est surreprésentée? Une de mes acétates préférées, en fait, on se fait souvent, quand on est enfant, en fait, on se fait souvent dire, traite les gens comme tu aimerais être traité. Ou à l'inverse, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, si on a une chose à retenir avec cette conférence-là, puis je l'aime bien, en fait, la règle d'or, c'est bien sûr exactement ce qu'on nous disait quand on était enfant, tu sais, traiter les hommes comme on aimerait, traiter les autres comme on aimerait être traités. Et là, avec la diversité, puis avec tout ce qu'on a appris sur le milieu, puis les différences, on va même plus loin, c'est qu'on va à la règle platine, ce serait traiter les autres comme il ou elle aimerait être traité. Alors ça, je pense que c'est un petit bijou. Puis, vous savez, quand je fais des conférences ou quand je rencontre des gens, comme je vous l'ai dit, je suis psychologue, souvent, on a cette tendance-là, en fait, d'y aller à notre façon, puis de traiter les gens comme on aimerait être traités. Donc, souvent, je vois au travail, j'aime bien faire des parallèles avec le couple. Au couple, j'aime bien faire des parallèles avec le travail parce que ça nous donne des images différentes. Puis des fois, ça nous sort en fait de nos émotions pour mieux comprendre la situation. Donc, souvent, j'ai ce genre d'exemple-là, surtout en fait en couple où des fois, j'ai les femmes qui vont souvent me dire moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon chum me dise qu'il m'aime, me parle, et puis, des fois, ils ne se sentent pas aimés ou ils se sentent même des fois négligés. Puis des fois, quand j'ai les deux personnes en couple, puis j'ai la perception de l'homme, ils sont tellement surpris parce que, voyons, je lui ai acheté ses couteaux qu'elle voulait, puis je me suis occupée je me suis occupée de sa voiture, j'ai tout fait ça. Fait que l'idée, en fait, c'est tout le monde donne des gestes en fonction de leur propre personne, de leur propre personnalité.
Donc, en fait, s'il y a un élément à retenir, ben, c'est l'ouverture des autres, puis d'avoir un peu comme le test de personnalité, avoir à exprimer notre point de vue, comment on aimerait être traité, comment on réagit, qu'est-ce qui est important pour nous, puis d'être sensible aux gestes des autres, ben, c'est probablement aussi sa façon à lui de me dire certaines choses, de me montrer son amour. Donc, voyez-vous comment on renforce la cohésion plutôt qu'on cible nos différences. Les micro-agressions, en fait, qu'est-ce qu'on entend par micro-agression? C'est des offenses, en fait, des insultes, des façons d'exclure des gens qui peuvent sembler mineures pour la personne qui en est l'auteur, mais qui sont souvent blessantes pour la personne à qui elles sont adressées. Donc ça, c'est un phénomène qu'on va voir parfois, autant dans le domaine professionnel, autant dans le domaine personnel, parfois même en couple. Donc, les micro-agressions, ce qu'il faut savoir, en fait, puis souvent, on les pointe du doigt. Quand on s'en va adresser à quelqu'un le fait qu'il nous ait blessés, donc microagression, incivilité, bien souvent les gens ne réalisent pas en fait l'impact de leur comportement. C'est souvent des gestes maladroits et la personne ne s'en est pas aperçue. Et puis, ben, c'est des choses qui peuvent être à la longue blessantes. Donc, les microagressions, c'est un peu comme le syndrome de la goutte d'eau. Un élément, puis on le voit en couple. En couple, on se laisse, il y a des séparations souvent, puis c'est pas des grands événements qui se sont produits, mais c'était toujours des petites agressions, des gestes irrespectueux, des petites gouttes, en fait, qui ont fait à la longue déborder de vase. Puis le syndrome de la goutte d'eau, on se rappelle, dans le temps de la guerre, ben, c'en était un, c'était un comportement de torture, en fait. On torturait les gens avec cette même goutte d'eau-là, puis à la longue, ben, les gens étaient usés, puis la suite, vous la connaissez. Les préjugés inconscients. Donc, les préjugés inconscients, c'est des convictions ou opinions préconçues qu'on n'a pas conscience d'avoir et qui peuvent provenir de notre expérience de vie, de notre identité sociale, de notre famille, de nos normes sociales et culturelles, des médias. Les types de préjugés inconscients qu'on peut avoir et de là de faire attention, les préjugés fondés sur les affinités. Donc, préférer les gens qui nous ressemblent ou qui nous rappellent des êtres chers. Donc ça, on va souvent entendre ça. Bien, je me suis tout de suite entendu bien. Il y a eu une vibe qui est passée. Donc, il y a un processus inconscient qui peut s'être produit à cet effet-là. Et l'inverse peut être aussi vrai. Un petit élément, puis j'ai déjà mon préjugé, ça me fait penser à un oncle que j'aime moins, puis je ne sais pas pourquoi, il ne m'a rien fait, cette personne-là, mais j'ai un mouvement de recul. Le biais de confirmation, donc interpréter ou se rappeler uniquement les expériences qui confirment nos croyances. Donc, souvent, je vais faire le parallèle avec le filtre. On a identifié quelque chose, puis comme on l'a identifié, on l'observe, puis comme on l'observe, ben on le voit. Puis on a tendance à avoir oublié tous les autres éléments qui ne confirmaient pas le portrait d'ensemble qu'on s'est fait. J'ai longuement travaillé au casino comme conseillère à l'auto-exclusion. Puis ça, c'était un biais que je voyais. Vous savez, c'est des jeux de hasard et d'argent. Donc, le hasard, on l'entête. Puis moi, j'avais des joueurs de machines avec ce biais-là qui était tellement fort qu'il me disait, ben, je sais que les 7 vont arriver parce que quand il y a le roi en haut à gauche, ben, nécessairement quelques coups après, les 7 arrivent, puis j'ai gagné. Puis ben, ça, c'était un biais de confirmation. Donc, c'est un fil. Puis peut-être avec raison que certaines fois, la situation a bel et bien été présente, mais on a oublié toutes les autres fois où ça n'a pas été le cas. L'effet de halo, donc aimer un aspect d'une personne et supposer que par conséquent, tout ce qui la concerne est formidable. L'inverse aussi. Les préjugés fondés sur la perception. Donc, se faire une opinion sur quelqu'un en fonction de son apparence à un groupe ou un stéréotype. Les préjugés fondés sur le réflexe moutonnier. Donc ça, on va souvent le voir en début de parcours quand il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux employés, et puis qu'il y a une réputation qui se donne, et puis ben, justement que la personne croit quelque chose du simple fait que les autres personnes le croient. Donc, l'effet moutonnier.
Les effets que ça peut avoir, les préjugés inconscients, bien, on peut voir les effets au niveau du recrutement, de la sélection, donc de faire attention à tous ces niveaux-là, l'évaluation du rendement, les occasions de mentorat, les promotions, l'attribution de tâches, la formation du personnel, la diversité en milieu de travail, l'attrition, l'exclusion, les micro-agressions, comme on a vu un petit peu plus tôt. Alors, très intéressant ici. C'est une psychologue, en fait, Deral W. Sou, psychologue, qui dit, et, vous allez voir, les personnes ouvertement racistes, donc ouvertement racistes, risquent moins d'avoir un effet sur ma réussite que les personnes bien intentionnées, éducateurs, employeurs, fournisseurs de soins de santé, qui ne sont pas conscients de leurs préjugés. Donc, ça montre à quel point c'est important de prendre conscience de ses propres préjugés pour pouvoir faire attention, pour pouvoir les contrer, pour pouvoir être plus respectueux, pour pouvoir être plus inclusif. Donc, juste en bas, un petit bijou comme test que j'ai moi-même fait. C'est un projet, en fait, de Harvard aussi, qui s'en va détecter certains préjugés inconscients qu'on pourrait avoir. Donc, je l'ai fait personnellement, je vous invite à le faire. C'est en anglais. C'est en anglais par contre. Mais ben, c'est très intéressant sur différents thèmes. Moi, celui que j'ai fait pour le mien, pour vous donner une idée, ça prend une dizaine de minutes. Je l'ai fait, en fait, c'était sur les gays versus les hétéros. Donc, rapidement, pour vous décrire le test, c'est un test inconscient. Donc, il y a certains bons mots, donc émotions positives, émotions négatives, bon, mauvais. Alors, tu as droite, gauche, et puis ensuite, tu as des mots, justement, comme homosexualité, des images, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble. Et puis, rapidement, il faut que tu associes, puis une question de rapidité, donc c'est pas quelque chose qu'on est conscient. Puis, à la toute fin, ça vous donne un portrait. Donc, ça donne le nombre de personnes qui ont rempli ce test-là. Ça vous dit aussi où vous êtes situé. Votre résultat se situe où par rapport à la moyenne des gens. Et puis, ça vous dit, en fait, si vous avez certains biais inconscients, légers, moyens et grands. Donc, voilà. Expérience personnelle, j'ai été surprise de le faire parce que moi je suis psychologue, donc je me disais, j'aurais probablement peu ou vraiment pas de biais, de préjugés inconscients. Puis, à ma grande surprise, j'en avais un léger, mais j'en avais tout de même un. Et puis, ce qui était surprenant aussi, c'était que c'était à mon propre groupe d'appartenance. Donc, ça m'a informé sur, peut-être j'ai certains biais, donc j'appartiens à ça, mais peut-être que j'ai certaines réserves quand vient le temps de m'adresser. Donc, bien sûr, ça nous donne les limites de ce projet-là. Ça dit, bien évidemment, que si vous êtes fatigué quand vous le faites, ça peut jouer sur vos résultats. Et puis là, bien évidemment, c'était pas ma première langue, c'était l'anglais, donc ça peut également avoir joué à ce niveau-là. Alors, les suggestions d'initiatives individuelles, c'est de prendre conscience, en fait, des préjugés, comme on le mentionne, pour mieux les contrer. C'est d'observer, de nommer, de reconnaître, en fait, à quelle partie ça peut interagir. Puis l'idée, en fait, c'est d'avoir une attitude d'apprenante. Peut-être aussi, là, je me permettrais de vous donner une anecdote personnelle, mais qui semble bien appropriée, puis ça ramène le côté d'ouverture dont je vous parlais, puis le côté des fois où les gens ne sont pas conscients, en fait, de leur maladresse. Parce que souvent, en fait, les microagressions où les gens, en fait, connaissent peu, puis sont très maladroits, puis c'est pas une intention de mal faire ou une intention de blesser. Alors, anecdote personnelle, puis je me dis, ça peut être bien d'en parler, de donner des exemples comme ça pour, OK, je vais faire attention, je vais faire les choses différentes, je vais faire, ça c'est un exemple qui me revient en tête. Donc, j'étais au parc et puis il y a une maman qui vient me voir et puis on est deux mamans dans ma famille, on est deux mamans. Alors j'ai ma petite Lou qui a deux mamans et puis cette maman-là vient me voir et puis elle me dit bonjour, vous êtes la maman de Lou, mais je me demandais laquelle est la vraie maman?
Alors, ben, j'étais surprise. Et puis, ben, je me suis permis de sourire, puis j'ai fait: «Ben, je peux vous confirmer qu'on est les bel et bien 2 vraies mamans». Donc, bien sûr, ce qu'elle voulait dire, c'est laquelle a porté l'enfant. Donc, mais ça a permis, en fait, l'ouverture, puis de faire: «Ah, ben oui». Elle m'a répondu: «Ah, ben oui, j'ai pas pensé. C'est bien évidemment que vous êtes 2 mamans, puis vous êtes» puis j'avais un autre papa, en fait, à côté, puis lui, en fait, a adopté et puis, il s'est permis de dire: «Ah, ben, j'aime ça, ces conversations-là où on échange», parce que, ben, bien évidemment qu'on est maladroit des fois dans des choses qu'on voit peu, tu sais, dans nos questions. Donc lui, il racontait, qu'un membre de sa famille, vous vous souvenez, a adopté une fille, donc il racontait, qu'il y a un membre de sa famille qui lui a demandé s'il connaissait les vrais parents de sa fille. Donc là, il a répondu tout de suite: «Ben oui», puis ils sont présents. Fait que là, ben, son cousin a fait: «Ah oui, ils sont présents, ils sont où?» Ben, il dit: «Tu as son père devant toi». Puis, fait que l'idée, en fait, c'est tu sais, de reprendre les gens sur notre compréhension de comment on aimerait justement être abordés, de comment aborder ces différences-là. Puis plus on va en parler, ben, plus les gens aussi vont s'adapter à une meilleure façon, en fait, d'interagir ou une façon qui pourrait être moins heurtante, bien évidemment. Alors ici, vous offensez quelqu'un, quoi faire, quoi pas faire? Ben, en fait, si vous offensez quelqu'un, la première étape, ben, c'est d'en assumer la responsabilité, de présenter des excuses sincères. Ben, je suis vraiment désolée. On tente d'éviter les si, les mais. Moi, vous savez, j'ai déjà entendu, ben, je suis désolée si j'ai heurté ta sensibilité. Donc, c'est non seulement la personne l'a heurté, mais on confirme qu'on le trouve lui-même sensible, puis que c'est peut-être lui encore le problème. Donc, c'est vraiment en fait, tu sais, de s'excuser. J'aurais pas dû, je me rendais pas compte, je crois que je vous ai blessé, donc j'en suis vraiment désolée. Puis souvent, quand on se montre, ben, sincère, c'est là où on va toucher les gens, c'est là où on fait: «Ah ben, je t'ai entendu, puis je vraiment, je suis désolée». Puis souvent les gens: «Ben, OK, mais non, c'est pas grave, on passe à une autre chose». Mais on a ramené à la conscience quelque chose qu'on n'avait pas. Si c'est vous qui avez été offensé, donc quelles sont les stratégies? Ben, certaines fois, moi, vous savez, je suis une grande sensible. Donc, une psychologue très sensible et je suis assez souvent dans ma tête. Donc, il se peut que certaines fois, sur le coup, ben, on n'ait pas, on ressente toutes sortes d'émotions, puis qu'on n'ait pas sur le coup, le réflexe de tout de suite en parler. Donc, c'est normal d'éprouver une gamme d'émotions dans cette situation. On pourrait aussi pas savoir comment tout de suite agir. Il est possible de ne pas se sentir à l'aise, pas se sentir en sécurité d'adresser directement la situation. Puis, de façon générale, c'est quand même difficile d'adresser les situations. Donc, de voir comment on peut, tu sais, des fois même, je suis pas à l'aise d'adresser à la personne même. Donc, comment qu'on peut faire intervenir un tiers, par exemple, demander aux ressources humaines qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse adresser la situation. Mais ce qui est important, en fait, puis vous le voyez dans cette acétate-là, ben, c'est d'éviter d'accumuler, d'accumuler, puis d'exploser. Puis souvent, c'est ce qu'on va voir sur les lieux. La personne, elle a, comme on parlait, plein de petites microagressions, plein de petites gouttes d'eau, et puis le vase a débordé. Donc, je vous disais, moi, je suis une grande sensible. L'idée à faire, à privilégier, ben, c'est de le nommer. Souvent, le nommer aux bonnes personnes, si possible. Puis moi, le rapport au temps, que ça soit maintenant ou après, l'important, en fait, c'est d'en parler pour qu'on puisse, mieux digérer l'événement, puis qu'on puisse retrouver notre sentiment d'appartenance, puis notre lien avec la personne qui nous a offensés. Donc, la démarche en 3 volets, ben, c'était les faits. Voilà ce qui a été fait, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai ressenti, de parler au «je». Puis peut-être le plus important des points qu'on malheureusement on oublie souvent. Souvent les gens vont parler de ce qu'ils n'aiment pas, puis ce que tu m'as fait, ça m'a blessé, puis on oublie la dernière partie qui est, ben, dites à la personne, bien sûr que ça vous a offensé, mais qu'est-ce que vous auriez souhaité? Comment aborder ces situations-là à l'avenir? Donc, donnez-lui des pistes de solutions sur la façon que vous fonctionnez.
Des suggestions pour l'entreprise, bien, promouvoir des politiques organisationnelles en matière de discrimination, comprendre les avantages de la diversité en milieu de travail, fournir des occasions d'apprentissage collectif, vous donner une vision et des valeurs communes, vivre de nouvelles expériences ensemble, faire valoir la diversité des compétences des membres du groupe. Donc, toutes des suggestions, en fait, pour améliorer et connaître, en fait, votre organisation. J'ai participé à une rencontre dernièrement où on parlait beaucoup ces temps-ci de Noël et puis un de mes collègues a adressé la situation qui disait, ben, est-ce qu'on pourrait parler de holiday? T'sais, comme ça serait plus inclusif. Puis j'ai trouvé ça bien parce que ça l'a amené l'équipe à parler de comment c'était cette période-là dans leur famille. Alors, on a tout ouvert sur cette nouvelle voie-là. Certaines ont parlé de leur religion, certaines ont parlé, ah ben, on sait que c'est une fête, c'est pas nécessairement la nôtre, mais oui, on avait des cadeaux. Donc, ça nous permettait d'avoir un autre portrait, en fait, de notre équipe, puis de renforcer notre sentiment d'équipe, notre cohésion en tant qu'équipe. Donc, on voit le sentiment d'appartenance pour toutes, un leadership bienveillant, un engagement visible d'adhésion à tous les paliers organisationnels à l'égard de l'appartenance et de l'inclusion. Alors, quand on parle de stratégie organisationnelle, il y a un bon exemple, en fait, qui est marqué, puis si on se souvient de toutes les acétates de cette formation, c'est de se demander, en fait, qui j'ai invité à la réunion. Est-ce que ça se pourrait que j'aille exclu quelqu'un, que j'aille oublié quelqu'un? Comment je pourrais essayer de faire en sorte que tous se sentent bien, à l'aise, inclus, en sécurité de parler? Donc, on se rappelle du Big Five, les 5 grands traits. On se rappelle qu'il y a des membres plus extravertis qui ont peut-être pu dire leurs idées de façon plus volubile pendant la rencontre, ont probablement été plus expressifs. Donc, comment je pourrais rejoindre mes introvertis, mes personnes un petit peu plus réservées? Est-ce qu'à ce moment-là, je peux demander une participation par écrit? Donc, au moins, je pourrais avoir tous les points de vue différenciés de mon équipe. Donc, des efforts continus. Le travail d'inclusion, en fait, c'est jamais terminé. Donc, d'essayer de voir comment on peut s'améliorer. Juste cet petit exemple entre la période des fêtes, juste de nommer la période des fêtes plutôt que Noël, plutôt que la religion derrière la fête. Profiter des occasions de se renseigner sur les autres cultures, apprendre à mieux se connaître mutuellement, avoir des rencontres d'équipe pour partager certaines choses personnelles, partager certaines connaissances tout récentes des membres de votre équipe. Donc, en résumé, bien, les organisations et leur personnel doivent pratiquer et promouvoir la diversité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance. Donc, on vous invite, comme mentionné, à prendre conscience de vos préjugés inconscients. C'est la première et la plus importante des choses à faire pour y remédier. Donc, remettre à l'inconscient le conscient, puis pouvoir mieux interagir par la suite. Efforcez-vous de comprendre vos collègues d'origines diverses, d'agir de façon équitable avec eux, de trouver des moyens de connaître leur point de vue, leurs talents, de travailler avec eux pour renforcer ce bel esprit d'équipe-là. Une entreprise qui valorise la diversité et le sentiment d'appartenance réussit souvent mieux que les autres. On l'a vu dans certaines études. On a fait ressortir à tout le moins l'avantage en fait financier où il y avait un meilleur résultat financier de certaines entreprises qui avaient une diversité plus grande au niveau de l'ethnicité, au niveau de la différence, des différences sexuelles. On a commencé avec une citation. Alors, on va terminer avec une citation. Celle-ci est de Michel Montaigne. « Il ne fut jamais au monde deux opinions pareilles, non plus que deux poils ou deux grains. La qualité universelle, c'est la diversité. La qualité la plus universelle, c'est la diversité. » Alors, ça fait le tour, en fait, de notre formation sur l'inclusion et le sentiment d'appartenance.
Alors, si jamais vous avez des questions et observations, on va vous donner justement des adresses où vous pourrez nous adresser vos questions et on se fera plaisir d'y répondre. Petit élément à vous rappeler, en fait, de l'espace mieux-être qui est disponible, en fait, pour tous les citoyens de tous âges. Alors, Santé Canada, en fait, a reconnu comme fier partenaire principal au Mood Santé pour le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. Alors, l'adresse ca.portal.gs ou le numéro à composer pour avoir ce service-là, une panoplie, une gamme de services de soutien pour la santé psychologique, du counseling gratuit pour les petits, pour les grands, pour les ados. Donc, n'hésitez pas à téléphoner. Les numéros d'Onwood, du programme d'aide. Donc, on a un numéro en français qui vous est affiché, le numéro en anglais, notre site web également. Et puis, ben, on termine rapidement avec la médiographie. Donc, je vais passer les acétates de façon assez rapide pour la suite des choses. Vous pourrez bien sûr le consulter à votre guise par la suite. Ça fait le tour de la conférence d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'aurai pu participer à une plus grande ouverture. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.